et à tous. Merci d'être parmi nous. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires by Alumni sur la thématique de la RSE, avec donc ce soir l'émergence et le développement des métiers de la RSE. Le prochain, la date n'est pas encore fixée, mais sera sur la finance verte. Et le 3e au mois de juin, c'est une diplômée qui travaille au niveau pour l'Union européenne et qui témoignera donc des engagements et des développements RSE et écologiques à ce niveau-là. Voilà. Bon, l'invitation vous donnera un peu plus de précision puisque, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore bien travaillé ensemble, enfin même pas du tout, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup plus de précision sur le sujet. Donc, un grand merci à Robin, qui est diplômé promo 2007, que j'ai sollicité il y a déjà un petit moment, puis on avait dit, ouais, ça serait sympathique de faire quelque chose ensemble. Et au cours de nos échanges, on a pensé que ce thème pouvait être intéressant. Et donc, un grand merci à Aurélien Baucan, qui est le responsable national de la RSE. Et ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez l'un l'autre et puis je vous laisse la parole. Comme à chaque webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions. Le format, l'idée, c'est d'avoir une demi-heure de présentation de la part des 2 experts et ensuite un échange en toute simplicité, questions-réponses, pour répondre et poursuivre nos échanges. Voilà. Eh bien, je te remercie, Anne. Rebonsoir à toutes et tous. Robin, donc diplômé 2007 de la Subdeco Clermont, fameux boulevard Truden qu'on a a priori toutes et tous connu, peut-être sauf Aurélien. Donc, je suis dans le groupe Page depuis maintenant 11 ans. Précédemment, j'ai démarré en audit finance. Puis, avant de rejoindre Michael Page, j'avais passé 4 années chez Alexander Hughes. On a aussi une diplômée, Maurice Rosé, en étant le fondateur Subdeco Clermont, et Solène Thomas, pour ceux qui la connaissent également. Et donc, en effet, je suis beaucoup moins expert qu'Aurélien sur les sujets RSE, mais on participe ensemble via l'input d'Aurélien sur ces enjeux RSE. Donc, je co-animerai ce webinaire avec lui. Et encore bonsoir à toutes et tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Aurélien Baucan. Donc, moi, je n'ai pas fait votre ESC. Moi, je suis plutôt un profil Sciences Po, mais on n'est pas là pour parler de moi. Moi, je suis responsable de la RSE au sein de Page pour l'ensemble du cabinet. Je suis dans le groupe depuis 14 ans. Un petit peu plus vieux. Mais je ne vais pas raconter ce que j'ai pu faire avant, mais bon, voilà, j'ai eu d'autres expériences avant. Moi, j'ai été aussi consultant. Je travaillais sur le non-profit que j'ai développé. Donc, la division non-profit, travaillant pour des associations, fondations, ONG, organisations professionnelles et organisations internationales sur tout type de métier, jusqu'à temps de devenir associé. Et puis après, effectivement, voulant pouvoir évoluer un petit peu et puis allant sur des sujets qui m'intéressent davantage. Je suis parti sur la RSE depuis 3 ans maintenant. Donc, un pool que je développe sur la partie collaborateur, sur la partie engagement. On en parlera peut-être après. Égalité des chances pour les candidats que l'on place chez nos clients et puis sur la partie solution pour nos clients sur des logiques de consulting, de formation, d'accompagnement. Et puis également sur le développement de ce qu'on appelle nous la practice RSE, donc sur tous les métiers de la RSE et des métiers associés dont on va parler aujourd'hui. Et l'idée, c'est justement vous faire une présentation de ce que ça veut dire recruter aujourd'hui sur les métiers de la RSE et pourquoi les entreprises s'y intéressent de plus en plus. On va voir ça ensemble tout de suite. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je le répète, pour le coup, on les prendra à la fin pour pouvoir avoir un vrai temps d'échange et de partage d'idées, tout simplement. Alors, hop. Donc, petit sommaire quand même pour rappeler un petit peu ce que ça veut dire la RSE. Donc, on va plutôt le mettre sur les enjeux RH, puisque je me doute bien que vous savez ce que c'est que la RSE, mais étant donné que c'est la première conférence d'une sacrée liste qui va arriver dans les semaines à venir, ce n'est pas inintéressant de revenir là-dessus. Ensuite, vous parlez tout simplement des nouveaux métiers qui arrivent aujourd'hui et qui ont un impact sur l'économie.
Et puis, tout simplement, revenir sur des choses très terre à terre, sur comment trouver ces nouveaux métiers RSE, comment ça se passe. On vous donnera quelques petits trucs et astuces en termes de communication. Et puis, tout simplement, pour finir, pourquoi se positionner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'économie de demain? On aura l'occasion de pouvoir échanger là-dessus. Sans transition, je commence sur une petite introduction sur ce que c'est que la RSE, sur les enjeux RH notamment. Déjà, par politique RSE, il faut bien que vous compreniez que la responsabilité sociétale des entreprises, ou ce qu'on appelle CSR en anglais, Corporate Social Responsibility, c'est vraiment le fait que les entreprises vont décider d'intégrer de manière totalement volontaire. Il ne faut pas que ce soit vu comme une obligation, sinon c'est clair que ça ne marche pas, de pouvoir rajouter justement les préoccupations sociétales et environnementales dans leur activité économique et commerciale. Déjà en interne, mais également avec toutes leurs parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders dans les pays anglo-saxons. Donc, ça peut être vos investisseurs. Pardon ? Non, ok, pardon. Si vous pouvez couper vos micros, parce que je pensais que quelqu'un avait été intervenu. Donc, les parties prenantes sont les investisseurs, ça peut être vos actionnaires, ça peut être vos collaborateurs, le grand public d'une manière générale, vos clients, vos prestataires, et tout ce petit monde-là qui va régir un petit peu le monde de l'entreprise et qui va véhiculer autour. C'est important de pouvoir considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de RSE, l'entreprise y va parce que tout le monde parle de RSE, tout le monde veut avoir un impact sociétal et environnemental, à condition effectivement d'être convaincu sur ce sujet, de s'engager, de communiquer et de vouloir aussi atteindre des résultats. Sinon, on risque d'aller vers ce qu'on appelle du greenwashing si on fait de l'environnement une simple communication sans résultat. La même chose sur le social washing. On peut parler aussi de pinkwashing quand on parle des LGBT, etc. etc. Vous comprenez la logique. Revenir un petit peu sur ce que ça implique une politique RSE. Si je schématise un petit peu, on va travailler sur 4 grosses thématiques. La première, c'est celle qui concerne l'environnement. Je ne rentre pas dans le détail. Le deuxième, c'est la partie droits humains, avec la question de diversité et inclusion, lutte contre les discriminations, d'égalité des chances. La troisième, les achats responsables. Donc là, je pense que Robin pourra vous en parler plus particulièrement, puisque c'est le spécialiste de cette question-là. Et le dernier sujet, ce sont toutes les questions qui sont relatives à la gouvernance et l'éthique. La gouvernance, donc bien s'assurer que la politique RSE se retrouve à tous les niveaux de l'organisation, au niveau d'une direction générale, bien évidemment, que ce soit décliné au niveau des différentes divisions, des différentes directions, mais que ce soit aussi un sujet pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis sur la partie éthique, ça va être par exemple les questions de gestion de data, de protection des données avec la RGPD par exemple, ou encore tout ce qui va être anticorruption. Pour ce faire, en fait, les entreprises, elles ne sont pas laissées toutes seules face à leurs responsabilités. Je fais une petite parenthèse. En fait, il y avait eu une petite, comment on va dire ça, un petit sondage qui a été fait juste avant la crise qui montrait que pour 70% des Français, ils considéraient que finalement, c'est dans l'entreprise qu'on pouvait avoir le plus d'impact au niveau sociétal et environnemental. Je fais cette petite parenthèse-là parce que c'est important de comprendre qu'il y a quelques années, les grandes organisations internationales comme les Nations Unies ont décidé de s'investir sur ce sujet pour accompagner les entreprises à atteindre les objectifs, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, notamment avec une agence qui s'appelle le Global Compact. Donc ça, vous pouvez retrouver ces informations-là directement sur le site du Global Compact, où vous retrouvez les 17 objectifs de développement durable. Donc, qui ont été posés il y a quelques années, en 2015, comme je te disais, par les Nations Unies. Bien évidemment, les entreprises ne sont pas obligées d'aller sur ces 17 objectifs-là. En fait, ce qu'on conseille toujours, c'est d'aller sur les objectifs qui correspondent davantage à leur objet social, davantage à leur promesse, entre guillemets, ou leur purpose, comme on dit en anglais. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Page, nous, on s'est positionné sur 3 grandes problématiques. Alors, bien évidemment, comme beaucoup de monde, la numéro 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, mais ce n'est pas là qu'on va être le plus positionné, puisque nous, on a un groupe de services, on est un intermédiaire de l'emploi, on fait du recrutement, de l'assessment, du consulting sur la partie organisationnelle RH. Et bien évidemment, on ne va pas être un
énergéticien où on ne va pas utiliser énormément de matières premières. Donc, ce n'est pas là qu'on va agir le plus. Par contre, nous, on s'est pas mal dirigé sur la question, enfin, l'objectif numéro 5 sur l'égalité entre les sexes, donc le gender equality, et puis sur la partie 10, inégalité réduite, parce qu'on pense que par l'emploi, par le fait de pouvoir changer des vies en permettant à des personnes d'accéder à l'emploi ou tout simplement de changer de poste, c'est comme ça qu'on peut changer les choses et poser notre pierre finalement à l'édifice. Hop. Qu'est-ce qui va changer en fait dans les années à venir? Pourquoi on parle de plus en plus de RSE? Pourquoi on parle de transition écologique ou durable? Tout simplement parce que dans les études qu'on a pu faire, nous on en a fait une récemment avec AXA Climate et le Lab RH, on s'est aperçu, si on prend uniquement la partie environnement, si on prend la partie diversité, inclusion, etc., ce sera beaucoup plus. Mais si on prend uniquement la partie environnement, c'est plus de 24 millions d'emplois qui risquent d'être créés en fait, dans le monde d'ici 2030. C'est énorme. Moi, je pense que c'est un peu sous-évalué parce qu'a priori, ce sera beaucoup plus, notamment si on considère que la problématique écologique ou la problématique sociale avec les questions de famille, les questions d'accès à l'école ou tout simplement à la formation vont devenir de plus en plus prégnantes, ça va être beaucoup plus. Ça, c'est une estimation. Mais c'est surtout qu'en plus, ça va être un impact qui va être, on va dire, aussi large que celui qu'on a connu il y a 10-15 ans avec la digitalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, pour ceux qui n'étaient pas encore trop vieux comme nous, c'était l'arrivée des smartphones. 2007, c'est l'iPhone. Enfin, pour moi, c'est hier. Hein, donc, mais en fait, finalement, quand on se rend compte, c'était déjà il y a 15 ans. Mais finalement, ça entraînait quand même toute une économie derrière, de l'application, du cloud, etc., etc. Et on pense que cet impact en termes d'emploi sur la transition écologique va être peut-être même encore plus importante que celle de la digitalisation. Et pour ça, en fait, on a interrogé des décideurs, des RH qui clairement sont convaincus par les RSE, qui souvent la portent en interne chez eux. Donc, bon, je ne vais pas vous lire les stats, vous les voyez aussi bien que moi, mais peut-être surtout considérer que plus on avance en fait, dans les années, plus les RH et les DRH sont convaincus que ce sera encore plus important que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà. Autre partie prenante au sein de l'entreprise qui ont vraiment des attentes écologiques et j'ai envie de dire plus largement au niveau RSE, au niveau de leur employeur, ce sont les salariés. Donc, vous voyez, 91% des salariés qui pensent quand même que ça doit être une préoccupation prioritaire ou importante dans leur entreprise. 78% qui préféraient se positionner sur un autre poste équivalent si l'entreprise est encore plus engagée que celle dans laquelle ils évoluent aujourd'hui. Et puis surtout, il y a une envie tout simplement d'aller sur ces métiers-là, une envie d'être formé, une envie de comprendre davantage ces problématiques. C'est ce que vous voyez à 70%. Et puis, si si on précise un peu plus longuement, il y a une forte pression des millennials, donc on va dire des jeunes diplômés ou des personnes qui vont être diplômées dans les années à venir pour mettre la pression sur les entreprises parce que clairement aujourd'hui, ce qu'elles nous disent, et nous on le voit tous les jours en entretien, tu pourras confirmer Robin, c'est que les candidats n'iront clairement pas dans des entreprises qui ne s'investissent pas sur ces questions de RSE, que ce soit en termes écologiques, en termes d'achat responsable, en termes de suivi de chaîne de valeur, donc sur tout le niveau de production, et puis également sur la partie diversité et inclusion. Voilà. Hop. Merde, pardon, je suis passé trop vite. Ouais, merci Aurélien. Donc, on continue. Donc, le but, c'est d'avancer en balayant la typologie de poste. Si tu veux bien avancer, Aurélien, sur finalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans une galaxie d'entreprises où on a dissocié finalement des typologies de postes. Oui, en effet, quand on pense RSE, on va se dire le Global Impact Officer, le CSO, le poste de responsable environnemental ou transition énergétique dans un groupe. Mais en fait, ce qu'on voulait surtout mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie diversité de postes, et tu parlais des achats, où finalement on voit aujourd'hui que ce soit la finance d'entreprise, la finance de marché, les métiers de la construction, de l'immobilier,
Finalement, il y a une multitude, bien sûr, les postes autour du conseil, mais il y a une multitude de métiers qui finalement ont des impacts autour de la RSE, sans être finalement 100% RSE, mais dans leur typologie de poste, ils peuvent avoir un cinquième, un quart, un tiers de leur poste, ou finalement, si on fait un petit focus sur les achats, et on en parlait avec Anne en préambule, peut y avoir finalement sur un poste d'acheteur matière, d'acheteur construction, d'acheteur matériaux, d'acheteur IT, un enjeu RSE parce qu'on va essayer d'acheter plutôt green, hein. Donc tout ça pour mettre en exergue qu'il n'y a pas forcément que des postes avec on va dire une formation déjà initiale très axée RSE. On peut aussi finalement dans notre quotidien, peu importe nos postes, même pourquoi pas ressources humaines, je dis n'importe quoi, mais avoir un impact aussi sur sur ces nouveaux enjeux RSE. Donc sur la diversité de postes, là, ça reprend un peu ce qu'on se disait, hein, c'est-à-dire on est encore une fois, bien évidemment, sur des métiers avec un fort impact sur des enjeux on le voit, hein, je ne vais pas paraphraser, reprendre les 48 mots, mais en effet, on peut avoir des impacts sur l'énergie, l'écologie, le développement durable, finalement sur une typologie de métiers, que ce soit des fonctions transverses liées à l'appareil de production, liées à des fonctions achat-finance ou même IT technologie où tu parlais du cloud. En effet, on voit de nombreux aujourd'hui, je pense à des acheteurs IT qui sont vraiment très concernés finalement par les millions de matériaux, de composants électriques, électroniques qu'ils vont acheter et quel impact ça aura demain. Pour compléter un petit peu, effectivement, enfin, là, je voulais un peu passer sur le cloud. Aujourd'hui, une des problématiques quand on travaille sur les systèmes d'information ou tout simplement sur les problématiques de stockage en fait, de la donnée, en fait, ce qui se passe, c'est la question en fait, de l'énergie, parce que ça génère énormément d'énergie. On a des bilans carbone qui sont franchement qui sont scandaleux hein, au niveau de la gestion de la donnée. Donc, ça peut être ça. Pareil sur les RH. À un moment, on gère forcément la question de la diversité de l'inclusion. Sur tout ce qui va être bâtiment construction, sur celui de la rénovation ou de l'isolation, par exemple. La question de l'ingénierie, c'est l'énergie renouvelable, ça c'est très clair. Et puis, on a oublié quelque chose aussi très important. On travaille beaucoup aussi, nous, sur le secteur public et non-profit. Et là, on a énormément de métiers en fait, qui vont être liés au bien-être de la personne. Par exemple, si je prends un sujet qui est très commun aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé avec Orpea, etc. C'est comment on gère, par exemple, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. etc. Et ça fait partie aussi d'une certaine façon du deuxième cercle qu'on vous a montré tout à l'heure, des métiers qui ne sont pas totalement RSE, mais qui ont une forte proximité en fait avec un poste qui serait totalement ESG. On t'entend plus, Robin. Oui, pardon, merci Aurélien. Donc, pour continuer, bien évidemment, et ça reprend ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie carence en termes de hard skills, mais aussi de soft skills, hein. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on peut avoir sur beaucoup de nouveaux métiers, finalement, on se retrouve face à une demande marché des entreprises qui veulent recruter cette typologie de profil ou des gens qui voudraient s'y intéresser, parce qu'il y a aussi ça. Je pense qu'aussi, il y a une question de volonté. Et en même temps, on a une vraie déficit de compétences à mettre en face, hein. Donc, en effet, il y aura le terme upskilling et reskilling, hein, de vrais enjeux sur l'avenir pour pouvoir évoluer sur ces aspects. Donc, ça reprend ce qu'on se disait auparavant sur des enjeux aussi bien juridicaux que de professions finance comptable qui vont devoir finalement s'appréhender ces nouvelles enjeux un petit peu sur le terrain. Donc, en effet, il y aura des gros enjeux de s'accaparer pour des profils qui aient 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience, de s'approprier ces enjeux de demain, oui. Peut-être aussi pour compléter, nous, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, notamment dans l'activité de conseil, c'est des recherches de candidats qui vont avoir une double compétence, c'est-à-dire une compétence métier. Ils vont venir, par exemple, du secteur, j'ai une bêtise, du secteur nucléaire, et il va falloir vraiment pouvoir les faire avancer, les former sur la question de la RSE. Donc, on va aller chercher des personnes qui vont avoir ces appétences-là pour aller sur ces métiers. Et ça va être un petit peu la même chose partout. En fait, le conseil en fait, donne un petit peu j'ai envie de dire, une idée de ce que seront peut-être les recrutements de demain. On commence à avoir certains clients qui y sont aussi, mais on voit encore que les fonctions sont quand même assez séparées, mais de plus en plus de toute façon.
on le voit, sur tous les métiers, sur tous les secteurs, on va aller de plus en plus sur la particularité métier. Donc, vous êtes peut-être ingénieur, vous êtes issu d'une école de commerce, donc vos compétences de base, ça va être le marketing, la vente, ou éventuellement la communication ou la finance, hein, peut-être. Mais derrière ça, en fait, par rapport aux exigences des marchés en termes de reporting, si on est sur la finance, on va vous demander de travailler en fait sur l'analyse ESG, donc environnement, social et gouvernance. On va vous demander, si vous êtes acheteur, de pouvoir faire attention à ce que vos prestataires remplissent des cahiers des charges qui vont correspondre à des bonnes pratiques en termes environnementaux ou en termes de tout simplement protection du travail. Si vous faites appel à un prestataire qui travaille dans un pays asiatique, par exemple, où il peut y avoir du travail des enfants ou des salaires en dessous de la norme, etc. etc. Alors, merci. On avance, tu veux bien, peut-être sur la partie 3 plutôt rapidement. En effet, de manière pragmatique, sans faire trop notre promotion, mais on n'est pas novateur là-dessus, mais on a lancé un hashtag qui nous permet pour Michael Page de répertorier les offres d'emploi identifiées RSE impact positif. Hein. Donc, ce qui permet déjà de retrouver une typologie d'offres d'emploi sur notre site. Hein. Donc, en effet, ça rebalaye ce qu'on disait Aurélien, c'est-à-dire ça peut être aussi bien des postes côté RH que des postes en effet sur des enjeux de géomarketing, parce qu'en effet, même dans le marketing, quand il y a des enjeux de packaging, je dis n'importe quoi, mais on peut finalement se retrouver tout de suite sur des postes avec un enjeu RSE et impact positif. Hein. Bien évidemment, des postes liés à l'énergie et encore plus, mais ça tu connais mieux que moi Aurélien, la partie innovation sociale, des postes avec finalement des enjeux de respect de la diversité et d'égalité des chances. Hein. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur nos sites, que ce soit côté Michael Page et Page personnel. Sur votre cabinet aussi, mais évidemment, on ne leur fera pas la promotion, vous doutez bien. Aussi, ça, on retrouve multitude, pléthore d'offres d'emploi sur les sites de Care News, que ce soit aussi, je crois que ça va apparaître, Actu Environnement, Welcome to the Jungle, sur des job boards finalement, on va dire classiques. Hein. Et bien évidemment, via différents hashtags, on peut retrouver une typologie de poste à impact positif orienté RSE sur LinkedIn, Twitter aussi, je crois bien que c'est très représenté sur DNI, enfin Tech for Good. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une structuration et une singularisation de cette nouvelle typologie de poste qu'on peut retrouver sur différents job boards, réseaux professionnels et sociaux. Oui. En fait, il y a des réseaux, pour compléter un peu sur les réseaux sociaux, si vous savez un peu utiliser les hashtags, en fait, sur Ifor Emploi, pour le coup, notamment pour les jeunes diplômés, c'est plutôt pas mal fait, parce que si vous l'associez Ifor Emploi avec un autre hashtag, par exemple RSE ou Tech for Good ou DNI, si vous travaillez sur la diversité et inclusion, ou Cloud, par exemple, ou ce genre de choses. En fait, si vous associez, vous tombez sur ces offres d'emploi-là qui sont assez intéressantes. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, sur les réseaux sociaux, pour le coup, c'est un peu compliqué de croiser d'autres sujets comme le lieu géographique, etc. Mais c'est quand même assez dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui sur ces réseaux et sur ces sites, à condition effectivement de connaître en fait les bons hashtags. Bon, là, on vous en a mis quelques-uns, mais on pourra vous répondre plus longuement si vous êtes intéressé par la suite. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non. Oui, voilà. Bon, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que en fait, là, vous avez une chance incroyable. J'avais introduit tout à l'heure le sujet en disant qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, on était en pleine digitalisation et on parlait de révolution industrielle en termes d'emploi. Ça s'est plus ou moins vérifié parce que je pense que vous avez tous entendu parler de ce débat. En fait, il y a eu beaucoup de destruction d'emplois, pas autant de création qu'on aurait espéré. Pourtant, il y en a eu. Par contre, on sait aujourd'hui qu'on va manquer de candidats à venir, tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup moins il n'y a pas de formation en fait particulière, si ce n'est des formations qui sont plutôt généralistes pour le coup. Aujourd'hui, on est sur des formations qui sont assez transversales et on se retrouve avec des entreprises dans un contexte quand même particulier aujourd'hui qui sont très, très difficiles dans les profils qu'elles vont recruter, qui sont extrêmement exigeantes. Pourquoi je parle du contexte actuel? C'est simplement parce que la job machine, elle est repartie en France depuis avril dernier. Nous, dans le cabinet, pour le coup, et c'est tant mieux pour nous, on n'arrête pas, on a des postes à plus savoir qu'en faire, mais avec des clients qui sont quand même très, très exigeants, qui veulent des doubles compétences. Alors, je vous ai mis quelques exemples là. Vous voyez, par exemple, sur
sur les métiers de la finance, qui est beaucoup recherché aujourd'hui, ce sont les fonctions d'audit, d'analyse. Je parlais tout à l'heure des analyses ESG en environnement, social, gouvernance. Tout ce qui va être investissement responsable, là où va investir la boîte, par exemple. Bon, ce n'était pas un bon exemple, mais tant pis, j'y vais. Sur Total Energy pour verdir l'énergie qu'il va vendre, pour vendre peut-être à terme moins de pétrole et moins de gaz. Ça va être la même chose pour Engie qui va valoriser davantage ses déchets, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça a une valeur financière, il faut pouvoir le calculer. Et ça, c'est des postes qui, pendant 2 ans, 3 ans, c'est de l'analyse et de l'audit. Alors, par contre, vous sortez de ça 2 ans, 3 ans après, vous montez directement en grade parce que contrairement aux autres collaborateurs qui n'auront fait que de la finance au sens classique, donc de l'audit classique, vous avez le petit plus, c'est-à-dire une compétence supplémentaire sur les sujets RSE, sur les sujets de finance verte. J'imagine qu'on vous en parle assez régulièrement dans votre école. Sur les métiers d'ingénierie, ça va être un peu pareil parce que votre fonction de base, c'est l'ingénierie. Mais derrière ça, si vous investissez sur des thématiques particulières comme les nouvelles énergies renouvelables, notamment sur les questions d'hygiène, sécurité et environnement, l'environnement, avant, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, ça prend une proportion, mais assez dingue. Là, pareil, ce serait une chance supplémentaire pour vous. Alors, j'ai rajouté la recyclabilité. Je redonne l'exemple d'Engie, mais Veolia, ça peut être ça aussi. Bon, après, je vous donne des exemples de grands groupes, mais ça peut être aussi des groupes familiaux qu'on ne connaît pas forcément au niveau local, qui sont en pleine explosion aussi, parce qu'il y a une véritable demande par rapport à ça. Les métiers de l'immobilier, on va se retrouver un peu avec le même sujet. On a parlé de l'isolation, de la rénovation, de la performance énergétique et environnementale. Ça, c'est d'autant plus vrai parce qu'on est sur des métiers immobilier construction qui sont déjà pénuriques à la base et qui vont l'être de plus en plus, avec des enjeux forts puisque le marché de l'immobilier construction ne fonctionne pas trop. Il n'y a pas assez de construction aujourd'hui. Donc, en fait, on est beaucoup dans la rénovation, dans la remise en place, en fait, peut-être d'immeubles de bureaux pour en faire des habitations. C'est des vrais sujets aujourd'hui qui se passent. Bon, les métiers des achats, je passe parce qu'on en a parlé tout à l'heure et Robin l'a fait mieux que moi. Et surtout les métiers de la communication, de marketing et de l'IT. La question de la marque employeur, en fait, devient de plus en plus importante. Alors là, on est entre RH et communication, mais c'est quand même important. Les questions d'éthique, les questions de positionnement. Je pense que vous voyez tous les problématiques de marque aujourd'hui. Ça se voit beaucoup dans la publicité de façon de manière générale. Vous voyez très bien que les marques ont complètement changé leur façon de faire, leur packaging, leur manière de vendre les produits, etc., etc. Et ça va continuer. Voilà. Bon, alors après, comment se positionner? J'ai envie de vous dire là-dessus, il ne faut pas que vous soyez particulièrement stressé ou que vous dites que c'est quelque chose de différent. Ça ne l'est pas vraiment, en fait. Enfin, faites ce que vous faites toujours habituellement quand vous allez vous positionner pour un recrutement. Peut-être, si vous voulez vraiment vous investir sur ces sujets, ce qui sera plus intéressant, ce sera quand même de parler de vos engagements sur les CV, l'aide de motivation, en entretien, bien évidemment, en plus de vos compétences. Surtout que c'est intéressant parce que quand on est jeune diplômé, finalement, on va parler peut-être de sa césure en alternance ou de ses stages et qu'on n'a pas forcément, ça peut être parfois difficile de raconter une histoire, son histoire pour tout simplement séduire le futur employeur. Donc là, c'est le moment de parler de vos engagements, de vos convictions et peut-être d'interroger aussi l'entreprise sur son approche, ses engagements, etc. etc. Peut-être aussi, ça, j'en parle de plus en plus, les choses changent sur la question de la diversité et l'inclusion. Parlez de vous aussi si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous vivez avec un handicap aussi, allez-y parce qu'en fait, il y a une loi qui a réformé les obligations d'emploi de travailleurs handicapés et les entreprises sont de plus en plus poussées à les recruter, ce qui devrait être le cas déjà normalement, mais on sait très bien que certaines entreprises sont cyniques. Mais là, en fait, moi, ce que je constate, et ça, c'est ma partie, de plus en plus de candidats en situation de handicap sont chassés, mais clairement chassés en fait, parce que les entreprises en ont besoin et qu'elles ne veulent pas payer de taxes sur des postes vraiment très, très intéressants. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de soi et de ses particularités, de ses projets aussi, de ce qu'on a envie de faire, de comment on se voit dans quelques années. Sur ces questions de RSE, ça marche vraiment très, très bien. Et puis, surtout, intéressez-vous à l'employeur. Qu'est-ce qu'il promet? C'est quoi sa promesse en fait en termes d'objet social, en termes de purpose? Et puis, éventuellement, il a peut-être une raison d'être. Vous savez, ces nouveaux dispositifs qui sont apparus
depuis quelques années, qui, au-delà de l'aspect économique et commercial, propose aux entreprises de pouvoir dire, en fait, au-delà de ce qu'on fait, c'est ce qu'avait fait Danone, par exemple, avec son ancien directeur général Faber, c'était de pouvoir nourrir un maximum de personnes et de pouvoir de donner l'accès finalement à l'alimentation et à la boisson, donc en l'occurrence l'eau plutôt. C'est plus intéressant. S'intéresser peut-être aussi aux environnements de travail dans lesquels vous pourrez évoluer. Les modèles économiques, par exemple, de l'organisation. Est-ce qu'il y a du mécénat de compétences, par exemple? Donc, du mécénat de compétences, c'est des entreprises qui, de plus en plus, laissent du temps à leurs collaborateurs sur leur temps de travail pour faire des actions auprès des associations. Par exemple, chez Pêche, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années avec 2 jours par an qui sont laissés au libre arbitre des collaborateurs pour faire l'action qu'ils souhaitent faire auprès des associations. Voir aussi ce qui se passe au niveau information, sensibilisation des collaborateurs et managers, donc sur les questions du handicap, de l'inclusion LGBT, par exemple, de la question de l'égalité homme-femme et sur tant d'autres sujets, tout est permis. Voir s'il y a des groupes de travail, des actions concrètes et puis surtout, vous renseigner sur la marque employeur. Il y a énormément de sites aujourd'hui où vous pouvez retrouver en fait des témoignages d'anciens candidats, d'anciens collaborateurs sur les process, sur la gestion des datas, sur la politique d'attractivité et de rétention. Et là, c'est intéressant de voir ce qui se passe, des retours d'informations de ce qui se passe sur les entreprises. Vous pouvez retrouver ça sur Welcome to the Jungle, sur LinkedIn, même sur Google, pour vous dire, parce que vous verrez, il y a comme quand vous allez au restaurant, vous avez des avis aussi sur les entreprises qui sont assez drôles par moment. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais arrêter de parler. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous sur vos différentes questions. Oui, merci Aurélien. Il y a déjà des questions dans le chat. Oui. Alors, je sais que tu as vu Anne aussi. Donc, je ne sais pas si on privilégie l'écrit, comme je ne sais pas ce que tu… Je dirais, étant donné le nombre de personnes qu'on est, je propose que les personnes posent les questions. On va peut-être… donc, il y a plusieurs étudiants qui ont posé des questions. Avant cela, Géraldine demande quelle différence voyez-vous entre RSE et entreprise à mission? En fait, la RSE, c'est la politique. L'entreprise à mission, c'est qu'elle se donne un objectif, elle l'inscrit véritablement dans ses statuts. La politique RSE, potentiellement, tout le monde peut en faire. Enfin, ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui, le piège, c'est que parce que ce n'est pas nouveau, la RSE, on en parle depuis une dizaine d'années, mais on voit bien qu'il y a une accélération déjà un petit peu avant la crise, mais que la crise a clairement accéléré les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait en 2020, mi-2020, du jour d'après, plus rien ne sera pareil, etc. Est-ce qu'on a véritablement changé? J'en suis pas si sûr. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que, au-delà des engagements que les entreprises posent et de la belle communication qu'ils vont faire avec des beaux partenariats, etc., c'est quoi les objectifs qu'ils se donnent à court et moyen terme? C'est de se dire, d'ici, je ne sais pas, 2025, 2027 ou 2030, elle va arriver où en fait? Et c'est ça qui est intéressant dans les missions, dans les entreprises à mission, c'est qu'en fait, ces missions, elles sont inscrites quelque part, j'ai envie de dire, dans leur constitution, dans leur façon de fonctionner. Donc, finalement, elles se mettent des objectifs qu'elles s'engagent à remplir. Sur les politiques RSE, ce n'est pas nécessairement le cas, en fait, pour le coup. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Et puis, c'est aussi de se dire que quand on est entreprise à mission, ce n'est pas simplement de pouvoir rentabiliser l'entreprise, de pouvoir, si on a un actionnariat, rendre de l'argent à l'actionnariat, etc. C'est aussi de pouvoir investir sur ces missions, sur ces raisons d'être que l'on a mis en exergue. Donc, ça va encore plus loin, l'entreprise à mission. Et tout le monde peut être entreprise en mission. On en parle surtout pour les grandes entreprises. Mais moi, quand je regarde le nombre d'entreprises à mission aujourd'hui en France, on a quand même beaucoup plus qui sont dans des entreprises intermédiaires, voire même dans des PME que sur des gros groupes. Des gros groupes, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, je suis toujours passionné par rapport à ce sujet, donc je m'énerve un peu. Pardon. Il y a 2 questions un petit peu similaires sur quelle est la part des PME versus grands groupes au niveau des propositions d'emploi en RSE.
Alors, je vais encore faire la séparation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on est sur des postes purement RSE, responsable du développement durable ou consultant, chef de projet, enfin, peu importe le niveau de poste, clairement, c'est les grands groupes et les structures intermédiaires qui proposent le plus de ces postes-là parce que bon, certainement, elles ont les moyens aussi, ou alors elles ont des chargés de mission pour le coup. Après, effectivement, par contre, tout le monde, toutes les entreprises, peu importe leur taille, peuvent recruter ou employer des personnes qui, à un moment donné, auront un peu de RSE dans leur fiche de poste. Je prends tout le temps l'exemple, en fait, parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est l'évolution des fonctions de RH. Fonction de RH, on est parti d'une gestion du personnel dans les années 90 qui était, allez, je baptise, mais c'était de la paye, hein, pour être très clair, et puis un peu de gestion de personnel, à un DRH qui aujourd'hui, dans les années 2000, s'est mis à gérer les affaires sociales, donc les négociations en termes syndicales ou individuels avec les individus, donc notamment sur les entretiens individuels, sur la GPEC, donc tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur la formation, sur le recrutement, en plus de la paye, qui souvent, en plus, la paye est partie ensuite, souvent, à l'extérieur ou peut-être parfois par la finance. Et aujourd'hui, elle se retrouve à faire tout ce qui est politique de diversité et inclusion, comment on essaye d'attirer un maximum des candidats et surtout de les retenir derrière ça. Et ça, ce n'était pas le cas auparavant. Donc, en fait, on est sur des fonctions qui évoluent aussi. On peut dire ça de la même manière sur toutes les fonctions qu'on peut retrouver en entreprise. Donc, sur cette deuxième partie, sur des jobs qui sont beaucoup plus larges, j'ai envie de dire les TPE et les PME en proposent beaucoup plus que les grands groupes. Mais c'est logique, les TPE et les PME sont beaucoup plus importantes que les grands groupes. Oui, bah, écoute, avec plaisir. On les recrute. C'est qui fait manger du coup, c'est elle? C'est toi. Il faut que tu me fasses. Non, tu me fasses. On vous entend. C'est très sympa. Oui, ça reprend aussi. Il y avait une question, Anne et Aurélien, sur finalement la disparité répartition Paris-Province. Alors moi, j'ai pas mal œuvré à Paris. Maintenant, je suis de retour en province, en Rhône-Alpes. Ça rejoint ce que dit Aurélien. Finalement, oui, dans les grands groupes, sans dire CAC 40, SBF, c'est peut-être une plus forte représentation des responsables RSE, direction RSE. Mais en effet, moi, je vois pour ma typologie de partenaires clients TPE, PME industriels en Rhône-Alpes, il y a aussi ces enjeux qui sont importants et représentés. Oui. C'est ça. Il y avait une question sur conseillez-vous, Anne, de suivre des MOOC sur le RSE, si oui, lesquels? Alors ça, Aurélien, je ne sais pas si tu as la réponse. Je n'ai pas la réponse nécessairement, en fait. Moi, je considère, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, alors sur les premiers postes, il y a de plus en plus les entreprises qui cherchent plutôt des personnes qui vont avoir, si vous faites des MOOC, allez-y, mais alors par contre, je ne saurais pas vous dire lesquels parce qu'il y en a tellement et qu'il faudrait tous les tester et je vous avoue que c'est un peu compliqué. Bon, généralement, moi, je considère que ceux qui sont faits par des universités ou des écoles qui déjà maîtrisent le sujet sont plutôt pas mal. Il y en a pas mal qui sont gratuits, donc c'est intéressant. Alors, je vois qu'il y en a un qui a été fait. Hop. Je regarde en même temps, hein, du coup. Celui de l'ESSEC, oui, le reporting extra-financier et stratégie RS, il est vachement bien, ça c'est clair. Après, vous dire effectivement ce qu'il en est ou pas, franchement, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Regardez en fait, quand vous regardez les MOOC, regardez en fait ce qui est fait. Allez sur le site de l'école ou de l'université pour voir ce qui a déjà été fait les années précédentes et quels sont les retours aussi. Des étudiants qui font beaucoup de retours là-dessus et ce que ça peut vouloir dire quand vous cherchez un emploi. Mais moi, je vous rassurer là-dessus, hein, quand vous êtes sur votre premier emploi, le recruteur, il ne va pas s'attendre à ce que vous soyez, en principe, que vous sachiez tout faire sur le poste. Il est là aussi pour vous former. Donc, il va chercher en fait des compétences clés. S'il cherche un ingénieur, s'il cherche un commercial ou un chef de produit, etc. Et ensuite, il va vous former sur ces sujets-là. Alors, si vous montrez que vous avez une appétence en entretien et que vous maîtrisez déjà ces sujets-là, c'est un plus, ça c'est clair. Mais ne vous mettez pas non plus la pression en disant demain, il faut absolument tout savoir de la RSE, etc. Et je vais même vous rassurer, je vais vous faire une confidence. Moi, avant de faire la RSE il y a 3 ans, j'y connaissais. Bon, je me suis un petit peu formé par moi-même, j'ai été voir, mais j'y connaissais clairement rien, hein, très très clairement. Hein. Donc, il faut que vous mettiez, vous rassuriez un petit peu là-dessus. Alors après, effectivement, si vous cherchez un métier et qu'à terme vous voulez être responsable RSE, là, vous avez intérêt de vous former. Ça, c'est très clair. Alors, il y a Marion qui nous signale qu'il y a le Salon Pro Durable à Paris en septembre qui est très riche. Il y a beaucoup d'ateliers sur la finance, le recrutement, le recyclage. Une vraie formation en 2 jours.
Voilà. Et Marion est toujours présente sur le salon, donc Je reviens elle sur connaît bien le sujet. Pardon, excuse-moi. Je reviens sur ce que disait Romain, là, qui se posait la question, justement, toujours par rapport au MOOC, qui est pas mal, mais un doute sur la plus-value. Un MOOC, généralement, et je crois que celui-là, c'est le cas aussi, c'est généralement, il me semble, gratuit. En tout cas, ce que j'avais fait à l'époque, oui, là, c'est gratuit. Donc, en fait, si vous avez un petit peu le temps pour le faire, c'est jamais perdu. Et puis, si jamais vous vous rendez compte en cours de route que ça n'apporte rien, vous laissez tomber, c'est pas grave en fait. On a le droit de regarder ce qui se passe et puis c'est comme un livre. Hein. Enfin, vous ouvrez un livre, si ça vous plaît pas, vous le refermez. Donc là, c'est un peu la même chose. Moi, je pense qu'on va plus aller chercher des personnes qui sont curieuses, des personnes qui ont envie d'aller faire des choses, plutôt que des personnes qui auront fait plein de choses et qui n'auront pas cet esprit critique de se dire ça marche ou ça marche pas. Et c'est le problème de la RSE aujourd'hui, c'est d'avoir en fait des entreprises qui font de la RSE parce que c'est à la mode, parce que les investisseurs leur disent d'avoir des rapports, etc., etc., et qui pour autant ne sont pas convaincus. Et ben en fait, les candidats, c'est pareil. Nous, on cherche des candidats qui vont être convaincus par ce qu'ils font, qui auront des idées et qui auront aussi quelque part une force critique parce que pour le coup, c'est tellement facile de se dire bah, c'est ça qu'il faut faire ou on est convaincu par ça ou on va développer ceci ou cela, qu'en fait, finalement, on n'avance pas du tout. Et je me permets de reprendre ce que j'ai vu une question avant qu'on n'a pas traitée, c'est celle de Gildas que je trouvais hyper intéressante. Oui. Made in France et l'économie circulaire sont-ils des sujets inclus dans la RSE? Bah, j'ai envie de dire le Made in France, non, parce que ça reste de l'économique pour le coup. Par contre, si vous êtes du Made in France, je ne sais pas, vous promouvez la laine de mouton de Loire-Atlantique, pardon, des Pyrénées-Atlantiques pour en faire quelque chose de naturel contre le synthétique, oui. Mais si c'est du simple Made in France, non, ce n'est pas de la RSE. L'économie circulaire, c'est de la RSE parce que pour le coup, vous vous engagez en fait à favoriser des circuits courts. Donc, du coup, vous avez un impact sur le transport, vous avez un impact social au niveau local parce que vous faites travailler des personnes qui vont produire. Bon, je vais entrer dans les. Je vais faire une porte ouverte, mais qui vont produire en fait des légumes et derrière ça, de pouvoir les mettre sur le marché, de pouvoir les mettre en relation avec des écoles ou des grands centres type EHPAD, etc., pour éviter de passer par la grande distribution où vous savez très bien que les légumes auront fait 3 fois le tour du monde et j'exagère à peine en disant ça. Mais le sujet, il est là en fait. Donc oui, effectivement, sur l'économie circulaire, c'est de la RSE. Le Made in France, clairement non, à part si vous, derrière ça, vous mettez des logiques environnementales ou sociétales.